Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le grand bonheur de recevoir Francine Belaïch-Semama. Bonjour Francine. Bonjour Monique, merci de me recevoir. Francine nous arrive avec un livre que je vous recommande tout particulièrement, Acte de propriété, ces maisons de Tunisie qui nous habitent encore, chez BOD, donc Book on Demand, dont je vous donnerai les coordonnées en fin d'émission. Alors Francine, je vais dire quelques mots pour vous présenter. Vous êtes docteur d'État en pharmacie, oui. IAE Paris. Absolument. Vous avez voulu témoigner et transmettre à propos d'un mode de vie qui peut ouvrir des perspectives positives aux générations du présent. Vous êtes né en 1939 dans une famille de notables juifs. Vous avez eu une enfance et une adolescence choyées à une époque où la population multiculturelle de la Tunisie partageait son quotidien sans mur vraiment religieux ou ethnique, n'est-ce pas Francine? Absolument, c'est le point fort de cette époque. Alors nous allons démarrer parce que ce livre porte sur 3 maisons qui vous habitent encore, qui vous habiteront toujours. Et au travers de ces 3 maisons, c'est toute l'histoire de vos familles que l'on voit se dérouler, mais également de la Tunisie, donc du canevas social, de votre vie d'enfant et d'adolescente. Nous allons déjà commencer par vos 2 familles, maternelle et paternelle. Allez, si on commençait par Joseph et Annette. Eh bien, c'était mes grands-parents adoraient, les parents de mon père, en fait. Le Joseph était le frère du père de ma mère. Ça a l'air un peu compliqué, mais en Tunisie, à l'époque, souvent, on mariait les enfants dans une même famille. Alors, les raisons étaient multiples. C'était probablement pour le patrimoine. C'était aussi pour la certitude, la sécurité que le couple allait être managé par les parents. Et mon Dieu, ça se passait plutôt bien, ces mariages arrangés. Et donc Joseph était avocat, comme son frère Jacques, mais c'était un avocat très particulier. Il était passionné d'arabe littéraire, d'arabe égyptien, comme on disait à l'époque. Il avait voilà, absolument. Et il le parlait, il l'écrivait, il lisait des poètes, il lisait la littérature écrite en arabe. Et autre chose, il était de caractère très rigoureux. En fait, il était comme ça, je pense, à cause de certains ancêtres dont on parle pas mal pour nier leur valeur morale, comme le fameux caïd Nessim Semama, mais aussi son grand-père, le caïd Shalom, qui ont eu des vies un peu dissolues, mais à qui on ne peut rien reprocher côté financier, contrairement au caïd Nessim, qui, on sait, est parti avec une partie du trésor tunisien. Donc, Joseph était un bel homme aux yeux bleus et aux moustaches, qui vivait de rien. Il se contentait de ce qu'il avait. Il aimait les gens, il aimait ses clients. Et on l'appelait d'ailleurs Semama la montagne, parce qu'il essayait d'être absolument au-dessus de tout soupçon. Il ne voulait absolument pas qu'on lui reproche de préférer l'argent à l'intérêt de ses clients. Et en fait, comme il parlait arabe et qu'il plaidait pour pas grand-chose, il avait pris l'habitude d'avoir des clients tunisiens, musulmans, agriculteurs, puisque malgré la colonisation, en Tunisie, les Tunisiens pouvaient avoir des terres. Et donc, il était très aimé, très respecté, mais on ne peut pas dire qu'il était riche. Et Annette? Alors, Annette, c'était tout à fait autre chose. C'était donc sa femme. Là aussi, on peut supposer que c'était un mariage arrangé. Elle était d'une grande famille, la famille Nataf, où il y avait un rabbin, il y avait un président de la communauté juive de Tunis qui s'appelait Nataf. Mais parce que c'était une femme, et aussi parce que je pense que les Nataf avaient moins accumulé l'argent qu'ailleurs, elle n'était pas riche. En tout cas, elle n'avait hérité de rien. Et la famille Nataf, donc ses cousines, ses tantes, ses nièces, ses neveux, n'étaient pas des gens riches, mais ils avaient une joie de vivre qui a rempli ma jeunesse de bonheur. Ils étaient heureux, ils faisaient la fête en permanence, tout était une occasion de rire, d'aimer, d'inviter, d'avoir les portes ouvertes. Alors Annette, elle a eu un problème grave, c'est-à-dire qu'elle a eu une maladie métabolique très vite après son mariage, elle a eu de la difficulté à avoir des enfants, elle a eu un seul enfant, mon père, Raymond,
qu'elle a évidemment idolâtré, puisque c'était l'enfant unique et l'homme qui allait transmettre le nom. Mais ceci dit, elle avait une vie sociale assez limitée, parce que son obésité la rendait assez sauvage. Après une jeunesse quand même où elle a bien profité de la vie, et on a des photos d'elle en tenue 1900 très élégante, mais elle vivait plutôt renfermée chez elle, où tout le monde venait la voir, puisque les natifs arrivant, tout devenait une occasion de faire la fête et d'être joyeux. Et du côté maternel? Alors du côté maternel, c'était pourtant des cousins germains, frères, et donc ma mère et ses frères étaient cousins germains de mon père, mais les choix avaient été un peu différents, ou la compétence aussi probablement. Mon grand-père Jacques, très vite, est devenu un éminent avocat, je dirais même plus que simplement un éminent avocat, un homme impliqué dans la vie de la France et du protectorat, et donc ayant très vite une activité semi-politique, en tout cas très impliquée et très militante, et par rapport à la France, qui était pour nous le paradis, et par rapport à la culture et à la personnalité si sympathique des Tunisiens musulmans. Donc Jacques a réussi brillamment, et comme avocat et dans sa vie sociale, il a gagné de l'argent, et aussi il a épousé Esther Castro. Et on peut dire que, alors les Castro, eux, ils étaient vraiment une famille très riche, et comme pour différentes raisons il n'y a pas eu d'héritage, c'est Jacques qui a eu la succession au niveau financier et au niveau immobilier, et donc des maisons dont on parlera probablement plus tard. Cela les a amenés à avoir une vie assez mondaine. Ma grand-mère, Esther Thierry, que j'appelais Mamia, me racontait ce que je n'ai pas connu, puisque c'était avant la guerre, bien entendu, la guerre ayant ramené les gens à peu près au même niveau. Mamia me racontait comment elle recevait. Elle avait son jour, elle avait des vêtements qu'elle ramenait de Paris, de très grands couturiers de l'époque. Elle recevait aussi bien des Français de la résidence que l'élite intellectuelle musulmane. Et donc le mode de vie était très différent, chacun ayant son attrait pour moi par la suite. Alors maintenant, si vous voulez bien, Francine, nous allons situer un peu vos parents. Gisèle, fort caractère, Gisèle Semama, et Raymond. Gisèle et Raymond étaient en fait cousins germains. Alors, l'histoire laisse supposer qu'ils se sont connus adolescents, qu'ils se sont un petit peu aimés, mais qu'il ne s'est rien passé, puisqu'à l'époque, il n'était pas question de flirter, n'est-ce pas? Et Raymond est parti faire ses études de droit à Paris, dans la tradition familiale, de docteur en droit même, où il a fait une thèse assez brillante. Et Gisèle passait son bac, elle avait quelques années de moins, et on l'a mariée assez vite, parce qu'à l'époque, une fille, ça devait se marier avant un certain âge pour faire des enfants, rester à la maison et s'occuper des enfants. Et qu'elle avait été flattée quand même de voir le cousin Raymond lui faire un peu la cour. Il faut dire que Raymond, revenant de Paris, où il avait fait la fête avec des petites dames et les grands médecins de l'époque comme Roger Nataf, etc., et Moiti, il arrivait avec un parfum vraiment original de Parisien, ayant fait la fête. Il était charmant, très élégant, charmant. Et il parlait bien, il avait aussi une très grande culture, et donc Gisèle était très contente de l'épouser. Je pense qu'ils se sont aimés vraiment, parce que même 10 ans après, quand je suis arrivée, je les ai sentis toujours très amoureux, très béats, d'admiration l'un pour l'autre. Alors c'était un couple assez bien équilibré finalement. Ma mère était plutôt une angoissée, très dynamique, refusant le fait qu'elle ait été traitée comme une femme et qu'elle n'ait pas pu faire d'études. Elle en voulait à tout le monde. Et mon père était l'homme du contentement. Et ça m'a marqué pour toujours. Il ne râlait jamais et il ne se plaignait jamais. Tout ce qui lui arrivait était le meilleur qui pouvait arriver à quelqu'un. Et du coup, il n'était pas envieux. Et tant mieux, parce que par rapport aux frères de ma mère et au train de vie qu'ils menaient à la façon un peu internationale qu'ils menaient dans leur vie, ça aurait été très gênant et ça aurait créé très tôt des ruptures. Mais là, tout était possible puisque mon père était content. Sa fille, arrivée en retard, était la meilleure, sa maison était la plus belle, sa femme, n'en parlons pas, elle parlait sans arrêt de la taille fine de ma mère, ils avaient des amis, le Colisée, mon Dieu, était un cinéma fort agréable où on pouvait s'asseoir auparavant et bavarder, prendre un pot, donc je ne l'ai jamais vu se plaindre. Jusqu'à la fin de ses jours. On découvre qu'il a beaucoup aidé Gisèle, parce qu'elle n'a pas eu la chance de faire des études, mais la culture personnelle qui s'est développée à l'approche de Raymond a très vite fleuri.
Il y a eu deux choses très positives dans ce couple, enfin de ce que j'en ai vécu, il y en a eu probablement d'autres, c'est que d'une part, Gisèle, on va en parler plus tard, était formée par sa maman et l'environnement de l'autre partie de la famille à ce qu'on a appelé en Tunisie la rasra. Je suis sûre que beaucoup de gens savent ce que c'est-à-dire cette espèce d'angoisse anticipatrice qui fait qu'on imagine toujours le pire au lieu de penser au meilleur. Et même si elle s'en défendait, Gisèle était une dame assez rastratique, hein, comme on dit chez nous, et elle était quand même assez angoissée. Or, ayant un mari qui cultivait le contentement, petit à petit, il l'a calmé, il l'a ramené sur le chemin de la vie bonne, comme on dit. Et puis, autre chose, c'est qu'elle avait été imprégnée de droit et de culture sur les affaires juridiques au sein de sa famille, de Jacques et d'Esther et de ses frères. Donc, elle avait une connaissance, grâce à l'expérience, de beaucoup de choses en droit. Et mon père adorait lui raconter ses affaires. Il débattait violemment, parce que chez nous, on a toujours débattu à haute voix. On ne connaît pas ça en France, tout est modéré, tout est feutré. Non, chez nous, c'était toujours très élevé comme tonalité, ce qui ne voulait pas du tout dire qu'on se fâchait, mais on voulait convaincre l'autre. Et donc, Raymond, tombant sur une épouse, malgré tout, qui avait l'oreille juridique, il était fort content de lui demander conseil sur ses affaires, et elle se sentait tout à fait active, et elle participait ainsi à l'aspect dossier, bureau de mon père, et je crois que ça a été un grand lien pour eux. Alors, Francine, on va maintenant parler de votre scolarité, parce qu'il y a eu 2 temps. Et votre scolarité, inévitablement, on ne peut pas éviter de parler de votre enfance qui a été vraiment très très choyée, parce que vous étiez très entourée, arrivé après 10 ans de mariage, après une période un peu tumultueuse, très adorée par les grands-parents maternels et paternels, par les oncles. Et là, vous démarrez une scolarité chez les sœurs de Sion. Oui, en fait, déjà, ma grand-mère Esther avait fait ses années de classe chez Notre-Dame de Sion, puis ma mère l'avait suivie, et je pense que malgré le côté laïque de mes parents, il est apparu normal d'aller chez les sœurs de Sion, qui à l'époque n'avaient pas du tout une image de sœurs qui convertissaient. Il faut dire que à peine un tiers d'élèves chez les bonnes sœurs étaient catholiques. Il y avait énormément de musulmanes de la bourgeoisie, oui, ou de familles intellectuelles, et il y avait pas mal de juifs aussi de à peu près tous les milieux. Parce qu'à l'époque, en Tunisie, il n'y avait pas beaucoup de juifs qui étaient dans des écoles juives. Il y avait l'Alliance israélite, qui a été une chose extraordinaire en Tunisie, qui a permis justement d'élever les classes qui n'avaient pas pu accéder à l'éducation avant, puisqu'on y apprenait et l'hébreu et le français. Et ça a créé en Tunisie une nouvelle élite qui est venue se rajouter à la précédente. Mais habituellement, on allait ou au lycée de jeunes filles ou chez les bonnes sœurs. Vous avez fait les deux, en fait. J'ai commencé, pendant très longtemps d'ailleurs, puisque c'était jusqu'en 3e, par Notre-Dame de Sion, et je dois dire que j'en ai gardé un. Je leur dois tellement que je ne peux pas oublier tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai ressenti rue de Hollande, dans le pensionnat, on appelait comme ça le pensionnat de jeunes filles de Notre-Dame de Sion. D'ailleurs, Francine, vous avez quelques phrases très très belles à l'attention de Mademoiselle Le Floch, qui devint mère thérésiane. Ah, mère thérésienne, je crois que je ne suis pas la seule et que tous les élèves qui ont eu la chance de connaître mère thérésienne l'ont encore dans leur cœur. C'était incroyable, c'était une femme qui a continué à faire des études tout en étant bonne sœur. Elle était très cultivée, elle parlait un français impeccable, mais surtout, elle nous adorait. Elle était sévère quand il fallait, mais elle nous entourait de son affection pour nous faire progresser. Elle avait très nettement une implication énorme, qui n'était pas seulement chrétienne, mais qui était aussi quelque chose d'intellectuel, de foi dans la culture, qui faisait qu'elle nous aidait à passer les étapes difficiles d'apprentissage de la vie et de la culture. Et qui a eu la grande intelligence de retirer un livre qui avait beaucoup choqué votre père. Oui, alors ça, c'est pas mère thérésiane seulement, c'est la directrice, enfin la mère supérieure, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait. Mère thérésiane n'était pas la mère supérieure. Non, elle n'était pas, c'était la maîtresse principale de notre classe, mais qui a suivi notre classe pendant plusieurs années. Puis on a eu d'autres sœurs aussi très éminentes, mais qui n'avaient pas cette chaleur de mère thérésiane, en tout cas dans mon souvenir. Mais là, c'est mère thérésiane.
a constaté le fait et on est remonté vers la mère supérieure. Et mon père, qui faisait partie, c'était pas une association de parents d'élèves, mais enfin, c'était un des parents vigilants. Parce qu'à l'époque, il faut se souvenir qu'on disait que les Juifs avaient tué le Christ quand même. On était juste après la guerre. Et ça pouvait être très gênant dans l'enseignement. Eh bien, il y a eu un livre que l'archevêché avait laissé passer ou avait fait passer exprès, on ne le saura jamais, et qui, mon père, suivant mes études, qui était tombé entre les mains de mon père, qui a écrit une lettre et demandé un rendez-vous à la mère supérieure, et on a gardé la réponse de la mère supérieure, puisque mon père a exigé une réponse écrite avec une copie à l'archevêché, et la mère supérieure s'excuse et annonce qu'elle avait retiré le livre immédiatement, qu'elle avait prévenu l'archevêché, et qu'elle avait demandé à tout l'enseignement de faire un rectificatif tout de suite. Et je crois que ça, c'était tout à fait... on souligne comme ça le mérite de ces bonnes sœurs qui étaient très proches de nous, en fait, et qui savaient s'adapter. Et là, votre père vous fait passer au lycée Armand-Fallières en seconde. Alors, en fait, tout était normal, je dirais, chez les bonnes sœurs. La qualité des enseignants, certains étant civils, était énorme, mais on apprend. J'apprends en quatrième, on nous donne en fait les livres à lire pour la troisième et on apprend que beaucoup de livres étaient supprimés. En fait, il y avait beaucoup de livres qui n'étaient pas sur la liste et mon père demande pourquoi et on lui dit ça, ce n'est pas dans la liste des livres que nous donne l'archevêché, puisque l'archevêché représentait la papauté. Et donc mon père se renseigne, pourquoi, etc. C'était pas la liste officielle de l'enseignement privé, de l'enseignement catholique. Donc là, c'était trop pour lui. Il ne pouvait pas changer. C'était clair que la mère supérieure n'avait aucun pouvoir. Et donc la grande décision est prise de me mettre au lycée des jeunes filles de la rue d'Espagne. Alors, là, nous allons attaquer un morceau important. Il nous faudrait presque 3 émissions, Francine, sur les maisons qui vous habitent. Nous allons commencer par la rue de Constantine. En fait, ce n'est pas du tout un artefact. Je veux dire que ce n'est pas a posteriori que j'ai dit comment regrouper tout ça et que j'ai pris les maisons. D'emblée, je me suis aperçue, j'ai constaté que dès que je pensais mon passé, c'était les maisons que je voyais en premier avec différentes choses qui les caractérisaient, ces maisons. Et je dois dire que je les sens encore en moi. Elles vous habitent? Elles m'habitent, absolument. Et peut-être m'ont-elles construite en plus. Peut-être que beaucoup de choses que j'ai pas toujours identifiées, mais que j'ai en moi, sont la conséquence du passage ou de l'habitation de ces maisons. C'est assez mystérieux. Alors, si on parlait un petit peu de cet escalier de la rue de Constantine, cet escalier qui m'a beaucoup touchée, qui a été construit par l'ébéniste, en fait, Conti. Oui. Alors, en fait, nous étions d'abord dans une maison petite au 4e étage, et à un certain moment, dans l'immeuble Semama, nous avons déménagé et fait ce qu'on appelle maintenant un duplex, que le mot n'existant pas à l'époque. Et il fallait donc relier les 2 étages. Nous n'étions pas très riches. Nous n'étions même pas riches, mais on vivait bien, on ne se rendait pas compte de besoins non satisfaits. Et ma mère a eu un goût de luxe. Et ça, dans la famille, ça a fait pratiquement un scandale. Elle rêvait d'un escalier en bois de chêne. En Tunisie, le bois de chêne. Quelle femme de luxe, disait-on autour. Et en plus, elle voulait que la rampe ait des dessins qui ressemblent aux fenêtres de Venise. Un peu cintré et un peu ressemblant au Moucharabi aussi, Venise et orientale d'ailleurs. Et elle prend à ce moment-là le menuisier de Tunis, qui se trouve être un client de mon grand-père, donc tout proche, et elle lui demande, elle lui dessine, j'ai encore les dessins qu'elle faisait au crayon sur des feuilles de papier, et elle dessine cet escalier que tout le monde vint visiter après dans une maison qui, elle, était totalement, enfin très très simple bien sûr. Et cet escalier est resté, puisque quand je suis retournée après, l'immeuble était devenu un hôtel simple pour Tunisiens, pas un hôtel de touristes, et il y avait encore ce merveilleux escalier en bois de chêne de Monsieur Conti, qui est resté dans les mémoires de beaucoup de dames tunisiennes. Et la maison de l'avenue Jules Ferry? La maison de l'avenue Jules Ferry, c'était tout à fait autre chose. D'abord, un autre niveau économique, je dirais, c'était une immense maison. C'était le 2e étage d'un immeuble qui appartenait à l'autre partie de la famille, à la famille Castro, donc à la famille de ma grand-mère Esther, qui avait épousé Jacques Semama, mon autre grand-père. Et en fait, ces Castro n'ayant pas d'héritier, c'est cette partie de la famille Semama qui s'est installée dans cet immeuble. Alors, l'immeuble était déjà assez impressionnant, c'était un très bel immeuble.
Et il y avait à la fois l'appartement et le cabinet qui faisaient le tour du premier étage. Et c'était immense. C'était immense, c'était un peu mystérieux, c'était un peu triste, c'était un peu joyeux. Ça dépendait des jours. Mais en tout cas, pour une toute petite fille, c'était quelque chose d'énorme et de changeant tout le temps et qui était extrêmement attirant. Non pas que ma maison familiale était sordide ou moche, mais parce que là, ça dépassait les normes de ce qu'on pouvait voir ailleurs. Et alors, je découvre, et à vous entendre, je m'aperçois que vous parlez aussi bien que vous écrivez. Merci. Vous fûtes une grosse lectrice, oui. installée dans le couloir. Eh bien, comme j'étais fille unique, et j'avais bien sûr des amis ici ou là, mais j'étais une solitaire. Et il se trouve que dans le couloir qui allait de la réception vers les chambres à coucher, il y avait des livres à gauche et à droite sur des étagères. Le couloir était pas très bien éclairé, il y avait une espèce de vasistas et des lumières, et il y avait des canapés extraordinaires, je les vois encore verts, et je m'effondrais sur ces canapés des après-midi entiers. Je prenais un livre au hasard, j'arrivais ou pas à lire, je changeais de livre, etc. Et je me plongeais avec une joie que vous pourrez comprendre dans tous les livres. Rien ne m'était interdit, on ne me disait pas « ça c'est l'étagère pour les enfants ». Il n'y a jamais eu de censure, je n'ai jamais compris comment c'était possible. Mais on peut pousser le nec plus ultra, puisque Papia Jacques, vous avez ouvert avec votre oncle un compte ouvert chez le libraire. C'est vrai que les livres chez nous, et peut-être pas par hasard, hein, nous sommes quand même le peuple du livre, et les livres chez nous étaient quelque chose de sacré. Et donc, voyant mon appétit de livres, pour me permettre d'accéder à une littérature de jeunes ou d'enfants, ou plus moderne ou internationale, qui n'était pas dans son appartement, mon grand-père est allé voir le libraire Lévy, qui était tout près, et il lui a dit « Écoute, c'est comme ça, c'est moi qui payerai la facture. Quand elle vient, tu la laisses prendre les livres qu'elle veut. Tu n'as pas à lui dire, ça non, c'est pas pour les enfants. C'est elle qui choisit, la censure chez nous n'existe pas. » Alors maintenant, nous allons aborder la maison des vacances, la Villa Castro à Kérédine. À la Goulette, voyons. La Villa Castro, attention. Alors, à Kérédine, c'était les petites maisons qui étaient louées, puisque il y avait un roulement pour la maison Castro. Et quand on n'avait pas son temps à la Goulette, on passait à Kérédine. Voilà. Avec le marchand de frites. Il ne faut pas oublier que Kérédine avait autant d'avantages que la Goulette. Mais celle de la Goulette était plus mythique. D'une part, parce qu'elle s'appelait, on l'avait appelée Andalusia, et que c'était la Villa Castro, et que les Castro c'était quelque chose de plus mystérieux et de plus vaste que les petites maisons et que Kérédine. Et puis la Goulette avait quand même son charme à part, puisque c'était beaucoup plus mélangé, qu'on pouvait remonter un petit peu la rue et qu'à 300 mètres il y avait les grands restaurants de grillades de poissons, Bichy, le Café Vert, et le Café Vert en face, qui était bon. Quand j'étais petite, le Café Vert n'avait pas cette envergure que les jeunes ont connue, mais ça avait quand même son charme. Et puis c'était plus plus convivial quand même la Goulette, sachant que Kérédine c'était vraiment très juif. Je n'ai rien contre les juifs, mais ce n'était pas un reflet de ce que nous avons aimé en Tunisie, c'est-à-dire ce côté intergroupe, ce côté sans frontières, sans barrières. Alors la Goulette, c'était une somptueuse ville. Là vraiment, je crois qu'on peut dire somptueuse. À l'époque, elle donnait directement sur la mer, avec une grande plage. Elle était conçue par les Castro ancêtres pour représenter un peu leur vague souvenir de leur origine hispano-portugaise. En fait, je pense plutôt portugais qu'espagnol, mais enfin, l'histoire a bien montré qu'à l'époque, les mouvements de l'un à l'autre ont été fréquents. Et donc, il y avait des carreaux, en particulier un carrelage, hélas, maintenant disparu, qui était blanc et bleu et qui s'inspirait des azulejos de la péninsule ibérique. Et voilà, absolument. Votre livre. Et je collectionne, pour tout vous dire, les carrelages, les photos de carreaux. Quand je vais partout, je prends les photos depuis les pays arabes jusqu'à l'Espagne, parce que je suis droguée au carrelage. Et donc, cette maison avait 2 vérandas, donc assez grandes, très grandes même, couvertes et découvertes, et on allait de l'une à l'autre selon le soleil, le vent, le moment de la journée, pour laisser nettoyer l'une véranda quand l'autre était déjà propre. Et c'était porte ouverte. On aurait dû l'appeler Villa Porte Ouverte, parce que une villa déjà, c'est souvent porte ouverte, mais là, nous appliquions l'hospitalité
de la Tunisie. Vous permettez que je rappelle l'expression en arabe, Oui. qui est reprise dans votre livre, Oui. Zuruna. Zuruna, voilà, c'est resté dans Venez nous voir. Venez nous voir, la maison est ouverte. Et alors, ce qui est curieux et que je n'ai jamais retrouvé ailleurs, c'est que les gens venaient sans... Il n'y avait pas le téléphone, bien entendu. Les gens venaient sans téléphoner. Mais ils ne se fâchaient pas si on ne pouvait pas les recevoir. C'était acquis. C'était un principe de vie. Les gens arrivaient. S'il y avait du monde, ils disaient « Oh là là, vous avez peut-être trop de monde, on reviendra un autre jour. » Ou on leur disait « Restez. » Ou on leur disait « En effet, vous voyez, on est pris. » Personne ne se fâchait. Soit les gens qui étaient là s'en allaient pour laisser place aux nouveaux arrivants, soit les nouveaux arrivants repartaient et revenaient un autre jour. Il n'y avait jamais de problème. Parfois, ils arrivaient et nous, on partait rendre une visite, faire la Zuruna à une autre maison ou à d'autres amis. Alors, Francine, je voudrais rappeler quand même que vous avez baigné dans des rencontres, vous avez rencontré des personnes très importantes par les professions des deux côtés, des deux familles Samama. Mais vous avez aussi côtoyé des gens dont vous restez toujours très proches, je veux dire les Bourguiba, donc la famille de Junior, par exemple. Avec la famille Bourguiba, c'est une longue histoire d'amitié. Mon père avait été l'avocat de Mathilde à l'époque où elle n'était pas encore Madame Bourguiba, et puisque le petit Habib Junior est né à l'époque français, et que mon père a dû Bourguiba lui a confié le changement de nationalité, puisqu'il était impensable qu'il reste français quand son père a été président de la République. Donc c'est ainsi que l'amitié s'est nouée. Mathilde est devenue Moufida et nous ne sommes plus jamais quittés. Je dois dire que Bibi Junior a été pour moi un grand frère que je n'ai pas eu, et je l'ai suivi jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, nos enfants sont amis et ça se prolonge. Et je crois que vous êtes resté très proche de Neila, son épouse. Et Neila est comme une sœur aussi. Elle vient à Paris, ma maison lui est ouverte pour qu'elle invite ses amis ici. Et puis surtout Myriam, la fille de Bibi Bourguiba, qui a, je crois, une action politique de modernisation, qui participe à l'animation d'un parti, je crois, Affectouneuf. Et nous restons en lien presque quotidien, puisque j'aide à soutenir le parole des femmes de Tunisie qui militent d'une façon tellement moderne pour leur avenir. Vous avez cité également quelqu'un d'autre, Edgar Faure aussi, oui, qui a même occupé votre appartement, Absolument. parce que vous avez quitté votre appartement pour le lui laisser à un moment. Oui. C'est vraiment l'hospitalité orientale dans son acception totale. Oui, je pense vraiment très orientale, avec juste un petit bémol, c'est qu'on leur laissait la maison. Je veux dire qu'on savait tout à fait ne pas vouloir vivre en cohabitation avec ces gens-là. Donc ça, c'était le côté un peu que la France nous avait appris. Alors en fait, Edgar Faure, il y a eu plusieurs raisons. Il a fait ses études de droit avec mon père et mes oncles, donc il s'était connu déjà à ce moment-là. Et il s'était réfugié en Tunisie il espérait à l'époque, on pensait que les Alliés allaient débarquer en Tunisie. Et il s'était réfugié en Tunisie puisque sa femme était juive. Elle était de la famille de Julien Quint, le patron de la Bibliothèque nationale, qui était juif, et elle se reconnaissait comme juive, elle ne fuyait pas la chose, donc elle risquait d'être prise par les Allemands, et lui voulait résister, il voulait rejoindre les troupes alliées qui allaient débarquer, mais qui n'avaient toujours pas débarqué, et donc à ce moment-là, il a habité chez nous, et il a géré l'appart. Nous sommes partis d'ailleurs, nous réfugiés à Nabeul, après être allé au KEF, et il a géré le cabinet de mon grand-père Jacques de l'avenue Jules Ferry, puisque mon grand-père était un des rares avocats interdits même d'être rattrapé par le quota de, 10%, je crois, autorisé d'avocats, parce qu'il avait plaidé pour le créateur du Destour à l'époque. Et je rappelle quand même que longtemps après, vous avez eu la chance de passer quelques étés avec vos enfants, David et Agnès, dans cette maison, d'accord, à la Goulette, mais que les années passant, l'histoire s'étant implantée, quand vous êtes retourné récemment, il y a quelques années, il y a eu une désolation de voir ce qu'étaient devenues ces maisons, mais jamais de manque nostalgique. Oui, c'est très curieux ce que vous dites là, c'est vrai que c'est ce que je ressens, peut-être parce que j'ai la qualité de contentement que mon père a essayé d'implanter en moi, je n'en suis pas sûre, mais peut-être parce que je ne suis pas capable de regarder en arrière, que j'admets l'idée que finalement tout bouge, tout change, et que si pour nous c'était dur de perdre ces maisons,
Pour d'autres, bien, ça a été la joie d'avoir l'indépendance, de ne plus être traité par les colons d'une certaine façon. Et nous avons d'ailleurs milité dans le sens de cette indépendance. Donc, je ne regrette rien. Je vis en France, j'adore la France et je suis bien à Paris. Merci Francine. Je rappelle Francine Belaïch Semama. Acte de propriété, ces maisons de Tunisie qui nous habitent encore, chez BOD, Book on Demand. Je vous communique le numéro de téléphone de BOD pour vos réservations. 01 53 53 14 89. Merci Francine. Merci à vous. Au revoir. Avant de terminer cette émission, je souhaiterais vous faire écouter une très belle chanson interprétée par Warda. Ya mrawah lil blad. يا مروح البلاد سلم لي عليهم قتلني البعاد متوحش ليهم يا مروح البلاد سلم لي عليهم قتلني البعاد متوحش ليهم يا مروح سلم قول للحبايب من البعد متألم وجسمي دايب يا مروح سلم قول للحبايب من البعد متألم وجسمي دايب قولوا الحبيب يهني الغريب قولوا الحبيب يهني الغريب يرسل له مكتوب احكي له عليهم. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture. Spectacle.